BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Invité ce soir à la grande interview, Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale. Il faut le dire vite. Frédéric Oudéa, bonsoir. Edwige Chevrillon, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je dis qu'il faut le dire vite parce que le 23 mai, vous ne serez plus directeur général de la Société Générale. C'est votre successeur, Slawomir Krupa, qui le sera. En revanche, le 25 mai, vous allez devenir président de Sanofi. On va revenir sur la question de succession, mais d'abord l'actualité. Vous avez publié vos résultats pour l'année 2022, une année que vous avez qualifiée un peu d'atypique. Moi, je voudrais d'abord qu'on regarde un peu 2023. Vous avez vu que, ça y est, la Commission européenne révise plutôt dans le bon sens. On a vu que la récession a été évitée. 2023, pour vous, c'est une année que vous voyez comme en pleine d'incertitudes. Vous êtes plutôt rassuré parce que le pire est évité. Comment est-ce que vous voyez cette année ? C'est vrai qu'il y a 2 mois, il y avait des scénarios très noirs qui étaient prévus, des récessions profondes. Par ailleurs, des crises éventuelles qui touchent par exemple l'alimentation dans des pays émergents. Bon, les choses vont plutôt dans une meilleure direction. Les prix de l'énergie ont plutôt aussi baissé. Donc c'est vrai que les scénarios sont plutôt d'une croissance faible, comme la Commission l'a illustré. En même temps, l'incertitude demeure très forte, je trouve, sur à quel rythme cette inflation peut se normaliser et est-ce que les banques centrales peuvent commencer aussi effectivement à un moment arrêter d'augmenter les taux et progressivement peut-être même les baisser. Oui, donc vous prévoyez une baisse des taux ? Deuxième semestre ? Non, pas deuxième semestre. Je pense que de manière plus réaliste, en 2024, il est possible, si l'inflation se normalise, qu'on puisse commencer à voir une baisse des taux. Mais il y a d'autres scénarios possibles aussi, une inflation plus élevée pendant plus longtemps et des taux qui restent plus élevés et des banques centrales qui même continuent à augmenter les taux, donc avec un impact économique. Je pense qu'il y a une très forte encore incertitude de ce point de vue. Oui. Mais parce qu'en même temps, la hausse des taux, on peut dire que heureusement, enfin, c'est du pain béni pour les banques. Enfin, vous avez des placements qui rapportent. D'accord, l'argent coûte plus cher, mais quand même, vous avez vécu avec des taux négatifs. C'était pour les banques, c'était vraiment, vous avez mangé votre pain noir. Là, on le voit du reste dans vos comptes. Là, le fait qu'il y ait des taux élevés, c'est quand même plutôt une bonne chose pour les banques, pour le secteur financier. Alors d'abord, c'est sûr qu'on sort d'une situation totalement anormale, des taux négatifs, si vous voulez, c'est difficile à comprendre. Bon, maintenant, ce qui est vrai, c'est que le choc de taux a été violent, les taux ont augmenté très vite. Ouais. Et en 2023, sur le marché français, compte tenu de plein de choses, nous allons avoir un impact négatif de cette hausse. Pourquoi ? D'abord, les banques ont pris l'engagement de ne pas augmenter leurs tarifs. Il y a beaucoup d'entreprises qui augmentent leurs tarifs avec l'inflation. Nous, on a pris l'engagement de ne pas augmenter nos tarifs. Deuxièmement, il y a un cap sur les prêts, donc le taux d'usure, qui ne répercute la hausse de taux que progressivement. Donc on produit des crédits à marge négative. Et puis enfin, il y a le livret A qui immédiatement augmente très fort. Et ça, c'est un transfert au ménage. Donc tous ces éléments font que on va avoir, on l'a dit, une année 2023 de transition sur le marché français. Et contrairement à tous les autres marchés en Europe, nous n'allons pas aujourd'hui tirer particulièrement de profit à court terme de la hausse des taux. Sur le long terme, c'est normal, c'est une normalisation. En 2023, bienvenue. Vous allez tirer profit de Mais en 2023, on ne va pas en tirer profit. Non, on l'a dit, on aura même probablement une baisse des revenus en banque de détail à cause de tous ces éléments négatifs qui vont s'accumuler en 2023. Oui. Est-ce que ça remet un peu en cause la banque de détail, le réseau ? On sait que vous, il y a une incroyable transformation avec la fusion de la Société Générale Crédit du Nord pour donner le SG. Est-ce que il y a quand même des menaces sur la banque de détail, que ça soit la Générale, mais aussi sur les autres, hein ? La banque de détail, elle va avoir à se transformer, à continuer à se transformer. Oui. Il n'y a aucun doute, quel que soit le scénario de taux, parce que les habitudes changent, parce que la digitalisation va venir. Bon, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, on a fusionné nos 2 réseaux de banques de détail pour avoir une très belle nouvelle banque, SG, plus régionale, avec un esprit de conquête, mais avec aussi le bénéfice, bien sûr, de synergie à n'avoir qu'un seul système d'information. Et puis on pousse Boursorama. Boursorama, c'est un succès phénoménal. 4,7 millions de clients, 5,5 millions l'année dernière. Boursorama aura, à mon avis, dans quelques années, entre 8 et 10 millions de clients. Donc il faut s'adapter, à mon sens, dans ce marché qui va rester exigeant. Alors, on va regarder quand même vos résultats 2022 parce que ils sont plutôt bons. Ils auraient pu être encore meilleurs, évidemment, mais vous êtes pris, vous, la Société Générale, de plein fouet la guerre en Ukraine avec les conséquences sur les sanctions en Russie et le fait que vous avez dû fermer Rosbank en Russie. C'est totalement fermé, Rosbank ? Ça n'existe plus ? Alors,
Nous avons vendu Rosebank. Oui. Donc Rosebank n'existe plus en tant que Rosebank, filiale de Société Générale, mais elle existe toujours comme banque russe en Russie. Oui, elle se développe. Vous savez dans quel état il est? Non, je n'ai plus de contact avec Rosebank qui n'a plus. Vous pourriez, parce que comme c'était des salariés de la Société Générale, hein, donc vous pourriez avoir des contacts. Mais on n'a pas spécialement de contact. On a vendu de manière responsable. On a assuré un avenir à ses salariés. Maintenant, elle est dans une économie qui va souffrir, évidemment, dans les prochaines années. C'est pour ça qu'on a vendu de manière responsable, en limitant considérablement l'impact négatif sur nos comptes, et donc en nous permettant de nous tourner et d'éviter d'avoir une épée de Damoclès, en quelque sorte, sur nous, sur les prochaines années. Vous avez augmenté vos revenus, parce que pour les banques, on dit revenus et non pas chiffre d'affaires, de 9%. C'est une performance dans le climat que vous avez traversé en 2022 ? Pour la Société Générale, parce qu'il y en a qui ont fait mieux. Non, en tout cas, c'est le résultat record. Je pense que 9%, encore une fois, vous avez 9% pour une banque en France, c'est bien parce que les banques dans certains marchés italiens, espagnols, répercutent plus vite les taux aux clients. Nous, on a des taux fixes. On a le livret A. Donc 9%, encore une fois, c'est un revenu record, 28 milliards. Jamais la Société Générale n'a eu autant de revenus. L'environnement était aussi favorable, il faut en être conscient. Donc on peut avoir une normalisation dans certaines activités. Mais au total, c'est le résultat de beaucoup de travail et d'une adaptation du business model qui va dans la bonne direction. Oui. En termes de rentabilité, vous avez vu votre résultat net qui atteint 2 milliards. Est-ce que c'est... non, 5 milliards 6, pardon. Voilà, c'est 5 milliards 6, moins la Russie égale 2 milliards, grosso modo. C'est ça, exactement. Ouais. 3 milliards, c'est quand même énorme, hein, le coût de la facture russe pour vous. C'est pas énorme, parce que ce qu'on regarde beaucoup, c'est le capital. Et ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais on s'est débarrassé, si vous voulez, d'actifs à risque. Donc en fait, ce qui compte, c'est l'impact sur notre ratio de Core Tier 1 qui était limité à 20 points de base. Très modéré. Donc vous êtes en train de nous dire que finalement, c'était plutôt une bonne chose pour vous. De quoi? La vente obligée de céder, oui, à mon sens, c'était vraiment une bonne chose. Nous avons été les seuls à pouvoir vendre. C'est une manière d'éviter des risques futurs, de concentrer notre énergie sur les projets les plus importants pour le futur de la banque et certainement d'éviter des problèmes dans le futur. Oui, donc nous l'avons fait de manière responsable, avec un impact limité pour nos actionnaires, pour le futur de la banque. Donc je pense que c'est une bonne décision, oui. Bonne décision, comme quoi tout n'est pas forcément négatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder, parce que c'est vraiment un des critères les plus importants pour les banques, c'est le coût du risque. Le coût du risque, il a augmenté en 2022, mais en même temps, il a été contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de mur de la dette, il n'y a pas de très mauvaises nouvelles du côté des entreprises. C'est surtout du côté des entreprises, évidemment. Alors, pour expliquer, effectivement, le coût du risque, il est resté très, très modéré en pourcentage de notre exposition, mais plus important, les défauts réels. En fait, c'est que 60% du coût du risque. On a continué à mettre des noisettes, des provisions, et donc en fin d'année 22, on n'a jamais eu autant de provisions de ce qu'on appelle ex-ante pour le futur au cas où. Jamais autant, même dans le Covid, on en avait moins. Donc, pourquoi? C'est une façon de préparer... C'est une manière de mettre des noisettes de côté, comme vous dites. C'est un petit écureuil qui se protège. Il y a 2 mois, on le répète, il y a 2 mois, on s'attendait à des récessions importantes. Donc c'était une manière d'avoir des matelas de sécurité au cas où. Donc le coût du risque est resté très modéré. Je pense que si la croissance ralentit, comme on le dit, à 0+, oui, il y aura un peu plus de défauts chez les commerçants, dans certains secteurs, chez des petites et moyennes entreprises, mais à 0, quelque chose de croissance, ça ne peut pas être quelque chose de très significatif pour les banques. Et donc, on a indiqué un coût du risque très légèrement supérieur en 2023 par rapport à 2022, mais simplement très légèrement supérieur. Est-ce que ça veut dire que le niveau de provision, vous venez de le dire, Frédéric Oudéa, il est très élevé, trop élevé, c'est-à-dire qu'éventuellement, on pourrait, je sais pas, dans les prochains mois, vous pourriez abaisser ce niveau de provision? Écoutez, il est sûr que ces provisions de prudence, à un moment, elles sont faites aussi pour être en partie reprises. Oui. Est-ce que ce sera 23? Je ne sais pas. On verra en fonction de la conjoncture. Si vous voulez, c'est la manière dont elle les gère. Oui, mais la conjoncture, elle est un peu meilleure que prévu. Oui, vous-même, vous l'avez dit il y a quelques instants. Attendons quelques trimestres pour voir. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un point important. Alors, on s'attend quand même, enfin les marchés, parce que l'accueil de vos résultats vous ont plutôt plombé en bourse qu'autre chose. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des plans d'économie. Du côté de la Société Générale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu comment va se traduire ce plan d'économie? Non, alors d'abord,
attention, nous avons, communiqué donc avec transparence sur 23, une année de normalisation sur les marchés et avec ses impacts sur la banque de détail en France. Donc le marché digère l'information. Les économies, on est en train de faire des projets qui ont pour but d'améliorer l'efficacité opérationnelle. La fusion, encore une fois. La fusion des deux réseaux, l'acquisition de LeasePlan par ALD, c'est l'intégration de deux entreprises qui vont nous permettre notamment, pas exclusivement, mais d'avoir des économies. Donc c'est à travers cela et le renforcement de l'efficacité aussi en matière de dépenses informatiques qu'on va continuer à progresser dans ce qu'on appelle le coefficient d'exploitation. Oui. Il n'y a pas un nouveau plan d'économie. Aucune de nos activités ne justifie aujourd'hui, au regard des perspectives, un plan d'économie spécifique. Et parce que vous en avez donc 2 de facto qui sont en route. Exactement. Et vous en attendez combien de ces synergies? Parce qu'en limite, on préfère dire ça. On l'a communiqué, par exemple, sur les réseaux France. Oui. On avait communiqué il y a 2 ans qu'il y aurait 450 millions d'euros de synergie, mais dans un projet, vous voyez, qui est ambitieux, qui crée une nouvelle banque ambitieuse, il y aura 450 millions d'euros de synergie en 2024 et 2025. D'accord. Et sur ALD, et donc le rachat de LeasePlan, qui est quand même la plus grosse acquisition que la Société Générale ait faite, donc qui est absorbée par votre filiale ALD, donc ça c'est dans la mobilité, la location de véhicules. Là, les synergies, elles seront de combien? Pareil, elles seront de 200 à 300 millions d'euros, avec l'intégration de 2 entreprises, mais toujours, si vous voulez, dans une logique aussi de bâtir un leader mondial, de bâtir, de conquérir. C'est pas juste des économies pour des économies, c'est dans le cadre d'un projet ambitieux de conquête. Oui, et donc là, de ce point de vue-là, il n'y aura rien d'autre. Vous me direz, c'est déjà un point important. C'est déjà pas mal, et ça nous occupe bien. Et le reste des métiers ont montré leur dynamisme, et nous ne prévoyons pas de ralentissement brutal de nos activités, loin de là. Oui, juste la fusion des réseaux, in fine, ça fait combien d'agences en moins? Ça fait pour chaque client de chacun des réseaux plus d'agences, puisque chacun des clients des agences pourra accéder en fait à plus d'agences que dans son réseau séparé. Sur l'ensemble des agences, il y aura à peu près 450 agences en moins. Oui. Donc on ne quitte aucune ville du territoire, mais simplement quand on a 2 agences côte à côte de 150 mètres, on n'en aura plus qu'une. Ouais. Alors vous le disiez, il y a un point qui est très important, donc ça fait quand même 450 agences en moins. Absolument. Boursorama. Boursorama, c'est un peu votre pépite en fait. Il y a une dynamique extrêmement positive. Vous avez rappelé les chiffres. Est-ce qu'on peut imaginer, mais je veux dire à moyen terme, je ne parle pas du très long terme, qu'à la limite il y ait plus de clients chez Boursorama que dans les réseaux SG? On a 11 millions de clients, 10 millions de clients dans la nouvelle banque. Donc peut-être, mais ça prendra tout de même quelques années. Ouais. On en aura 5,5 millions fin 2023, donc la moitié grosso modo. Ouais. Mais ça continuera. Donc comme je l'ai dit, 8 à 10, ça me paraît quelque chose de tout à fait faisable. Question récurrente, vous l'avez déjà posée la dernière fois. Vous avez dit, bon, vous n'avez pas dit grand-chose, mais j'espère que vous allez me dire un peu plus. Orange Bank, puisque vous savez que le dossier est sur la place, qu'il y a des banquiers, des concurrents qui sont intéressés. Vous êtes intéressé? Je vais vous décevoir, Edwige, je ne vais pas vous commenter plus. On n'a pas l'habitude de commenter les dossiers. Ce qui est clair, c'est que... Non, mais vous regardez le dossier. Nous n'avons pas besoin de ce dossier pour grandir, ni Boursorama, ni notre nouvelle banque SG. On regarde s'il y a des choses qui font du sens pour nous, d'une manière générale, comme on l'a fait d'ailleurs sur ING. Oui, mais souvent la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que plutôt que Orange Bank aille chez des concurrents, ça peut être intéressant pour vous Oui, mais il faut que ça corresponde Boursorama aussi à quelque chose qui fait du sens. Oui, et ça a du sens ou pas? Pas de réponse. Joker. Joker, ça y est, vous avez perdu, vous n'avez plus le droit à Joker. Donc la question suivante, Mon Dieu. C'est quand la cotation de Boursorama? Parce que là, on a envie de dire, ça explose, ça grandit, donc allez-y. Pourquoi Deuxième Joker. Non, ça, vous n'avez pas le droit. Un Joker. C'est le choix de Slawomir Krupa. Je pars dans 3 mois. Ouais. Non, mais un des enjeux. Non, mais ça aurait un sens. Alors, un des enjeux pour Slawomir sera évidemment de refléter toute la valeur de cet actif qui suscite de plus en plus d'intérêt de nos actionnaires. Et encore une fois, Boursorama va faire la différence sur le marché français. Oui. Il y a une grande question, je posais la question à Philippe Brassac, qui est le patron du Crédit Agricole et aussi président de la Fédération bancaire française du reste. Il disait, ce qui est très important aujourd'hui pour nous, banquiers, c'est la transition écologique et le rôle qu'on a, nous, en tant que financiers, parce que c'est vous qui financez les entreprises. Vous y consacrez combien, la Société Générale ? D'abord, c'est vrai que c'est avec la transformation digitale, c'est l'enjeu numéro 1 des prochaines années, des 10-15 prochaines années. J'y passe de plus en plus de temps. C'est inscrit dans la stratégie de tous nos métiers. Alors, pour vous donner un chiffre, nous avons prévu
entre 2022 et 2025, donc le très court terme, de consacrer 300 milliards de financement au financement durable. 100 milliards sur notre bilan, 200 milliards à travers des émissions de dette dans lesquelles on aura un rôle senior. Donc ce sont des chiffres considérables. Ouais, 300 milliards aussi. 300 milliards. Non mais il y a un besoin d'investissement. Et d'ailleurs, c'est un de mes sujets de préoccupation. Est-ce qu'on aura assez d'argent au total? L'épargne sera-t-elle suffisante pour financer à la fois les besoins, si vous me permettez, traditionnels de l'économie et ces nouveaux besoins d'investissement? Alors, on va réduire les financements sur le fossile. On a par exemple dit, on va réduire notre portefeuille, on accélère la réduction du portefeuille consacré aux énergies fossiles à très court terme, moins 20%, pareil entre 2019 et 2025, très court terme. Mais néanmoins, vous ne les supprimez pas complètement. Vous supprimez pas complètement. Non, mais on accompagne la transition. Oui. Et on continuera à le faire, mais derrière, il y a besoin de beaucoup de financement. Une question, vous pourriez financer là, parce que là aussi, on parle en dizaines de milliards, financer le nucléaire, les nouveaux EPR. Est-ce que la Société Générale se dit oui, on va financer le nucléaire? Alors encore une fois, Slawomir aura sa propre vision. Moi, je considère que dès lors que le nucléaire fait partie d'une panoplie qui permet un équilibre économique en matière énergétique et une indépendance, oui, nous pourrions continuer à financer le nucléaire comme on a pu le faire dans le passé. Je pense que cette énergie nucléaire, elle sera indispensable dans les 20 prochaines années en tout cas. Oui, donc vous êtes candidat parce que ça, en ce moment... Nous ne nous interdisons pas de le faire. Est-ce que le livret A doit servir à financer le nucléaire? C'est ce qu'a dit Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. On peut quand même se poser la question. Écoutez, le livret A, c'est une ressource... le problème du livret A, c'est que c'est une ressource chère aujourd'hui. Oui. 3%, peut-être un peu plus demain. Est-ce que ça colle dans les équations économiques du nucléaire? Je ne sais pas. En tout cas, on a besoin de financement long aussi. Voilà. Pourquoi pas? Non, mais sur le principe. Mais ça, c'est pas la réponse. Bah si, vous pouvez avoir, vous êtes un banquier, vous pouvez avoir c'est de l'argent. 28 ans, vous êtes banquier, donc ça va, vous pouvez avoir votre propre jugement. Pourquoi pas? Parce que vous savez que le livret A est en partie centralisé par l'État. Oui, bien sûr. Il sert à financer le logement social. Bah, c'est à l'État de savoir s'il veut détourner une partie aussi pour le financement du nucléaire. Pourquoi pas? Ouais. Là, ça fait beaucoup de jokers quand même. La valorisation, ce qu'on peut voir quand même, c'est que la valorisation de la Société Générale, c'est peut-être votre point faible, le point faible de votre bilan. On va revenir sur votre bilan dans un instant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la valorisation des banques, notamment françaises, mais de la Société Générale, soit plus élevée? Nous, d'abord, on est dans une phase de transformation et on a dit on va assurer 10% de rentabilité soutenable dans le temps. Ça, c'est fondamental. Ouais. Deuxièmement, je pense qu'il faut qu'on ait le marché ait une meilleure appréciation à la fois du marché français et de la BFI. Ce sont deux marchés la banque de financement. Et la banque de financement. Ce sont deux choses qui ne sont pas aujourd'hui très bien valorisées par le marché. Le marché, il raisonne à plutôt court terme, banque de détail qui bénéficie des taux. Aujourd'hui, c'est pas forcément la caractéristique du marché français et de la Société Générale. Ouais. Donc il faut continuer à bâtir ces modèles nouveaux dont je parlais et délivrer ce 10%, parce que ce 10%, il correspondra à une valeur meilleure. Oui, puis en plus, sachant que votre successeur vient de la BFI, donc ça n'encourage peut-être pas forcément. Non, là, je pense qu'il sera particulièrement bien placé pour expliquer justement la qualité de notre BFI. Est-ce que c'est pour choyer, gâter vos actionnaires que vous avez versé un dividende, vous allez verser un dividende extrêmement élevé et que vous procédiez à des rachats d'actions? Des rachats d'actions quand même, on finit par se demander, est-ce qu'il faudrait mieux pas distribuer ça à vos salariés plutôt que de donner ça à vos actionnaires? Alors, d'abord, avec le salarié, on a, je rappelle, signé un accord salarial, ça se passe très bien. Ouais. On a une participation intéressement qui sera élevée. On a donné une prime Macron de 1 700 € en fin 2022. Bon, on a tenu compte, si vous voulez, du contexte de l'inflation. Là, il y a une masse qui est distribuée aux actionnaires, qui est finalement... 90% du résultat net, non, c'est ça? Oui, mais c'est énorme. Oui, mais attendez, non, mais il ne faut pas raisonner. Mais il faut pas raisonner comme ça. Bêtement, vous avez... Mais il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut regarder plutôt le résultat sous-jacent. Notre résultat sous-jacent, c'est 5,6 milliards. Je reviens au fait que la cession de la Russie a eu très peu d'impact sur le capital. Donc nous avons les moyens de rémunérer normalement nos actionnaires. Et notre politique, c'est 50% du résultat à nos actionnaires et 50% qui restent dans la banque. Sur ces 50%, pourquoi on pense que c'est intéressant d'avoir un dividende qui est versé en cash, en numéraire aux actionnaires, et du rachat d'actions? C'est le rachat d'actions, justement, c'est tant que l'entreprise n'est pas très bien valorisée, c'est une manière de racheter c'est une manière de vous protéger. Non, pas du tout. Et puis de verser encore plus d'argent, mais encore plus de dividendes à vos actionnaires. Dans le futur, oui, mais... On a tous fait des études de finance. Non, mais dans une enveloppe donnée, dans une enveloppe qui n'augmente pas, dans une enveloppe donnée, au lieu de
tout distribuer aux actionnaires en cash, dans les comptes en banque. On dit, il y en a une partie qui va en cash et on rachète des actions pour permettre que le dividende dans les 2 ou 3 prochaines années soit plus élevé. Ben, c'est ça, c'est pour les actionnaires. Mais à la limite, vous pourriez investir, vous pourriez investir plus. L'investissement, il est dans les 50% qu'on garde. Et dans tous les frais d'investissement, les dépenses d'investissement sont déjà déduites du dividende et du résultat net. Donc on a une politique qui me paraît extrêmement équilibrée entre toutes les parties prenantes. Oui, c'est une manière quand même de choyer vos actionnaires parce que la valorisation de la Société Générale n'est pas suffisante et donc vous devenez une proie. Enfin, vous êtes depuis longtemps du reste. D'abord, il ne s'est rien passé depuis 15 Absolument, ans. Donc ce discours-là, il y a beaucoup de gens qui peuvent encore le tenir sans qu'il se passe. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Cette politique de distribution est tout à fait en ligne avec ce que font nos pairs. Il y en a qui distribuent beaucoup plus que nous, et il est normal de rémunérer nos actionnaires. Est-ce que vous attendez à une consolidation dans le secteur, justement, secteur bancaire, au niveau européen notamment? Non, parce que honnêtement aussi, une des déceptions, moi j'ai 15 ans de recul, c'est qu'on n'a pas beaucoup progressé dans l'union bancaire, et au fond on est au milieu du gué. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de consensus sur le point d'arrivée. Donc je crois que la priorité aujourd'hui, c'est plutôt la gestion des transformations, sortir de cette quand même crise, on a une guerre aux frontières de l'Europe, et essayer d'avoir un agenda politique qui trouve de la bande passante pour traiter ce sujet-là, et pas être évidemment absorbé, on le comprend tous, par le prix de l'énergie, par l'immédiateté des enjeux géopolitiques. Donc peut-être que ce sera la nouvelle commission qui y réfléchira. Ça prendra beaucoup de temps, si tant est que ça arrive un jour. D'accord. 15 ans... Société Générale, à la tête de la Société Générale, 28 ans au total. On s'en souvient, vous êtes arrivé dans un contexte très particulier, au lendemain de l'affaire Kerviel. C'est quoi le bilan de Frédéric Oudéa? Il est temps de le tirer. Non, justement, il n'est pas temps de le tirer parce que je suis encore toute. Il vous reste encore, 5 mois, vous avez raison. Je suis encore 3 mois au fourneau, très actif. Le 23 mai, oui. Vous avez raison. 3 mois, très au fourneau. On voit que vous avez compté quand même, oui. Non, et le bilan d'un dirigeant, de toute façon, il faut prendre un peu de recul parce que. Ouais. Mais quand même, vous êtes avec nous. Non, la solidité défensive. Non, mais écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est le bilan de la banque est extraordinairement solide. Capital, niveau de provisionnement, qualité du portefeuille de crédit. Les revenus ont atteint un niveau historiquement élevé et je pense que nous sommes en train de déployer des business models très porteurs pour le futur. Puis troisièmement, il y a je crois, une culture tournée vers le client, une belle culture, et à la fin des fins, c'est le plus important. Moi, je retiens surtout l'aventure humaine de 15 ans avec mes équipes. On a eu des hauts et des bas, des crises, ça a été incroyable. Est-ce que vous considérez que vous avez sauvé la Société Générale? Je ne sais pas très bien. Vous et vos équipes. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire sauver. On est passé par des moments de tension extrême. La crise Kerviel, c'est Daniel Bouton qui a formidablement agi pour trouver la solution. Il y a eu la crise de la zone euro, il y a eu des moments de tension et il était important de trouver effectivement les arguments forts. Ce qui est clair aujourd'hui, nous sommes en forme, nous abordons le futur avec beaucoup d'énergie et de détermination. Et je serais tenté de dire, un des éléments de mon bilan, je vais vous dire, où je suis fier, c'est que le Conseil a pu choisir en interne un successeur. Et ça, savoir organiser sa succession, c'est une chose fondamentale pour un dirigeant. Justement, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous avez une minute. Une présidence de Sanofi, un banquier, donc qui a passé 28 ans à la Société Générale, qui va prendre la présidence, non opérationnelle. C'est pas Lutson évidemment qui est le directeur général, mais la présidence de Sanofi, groupe pharmaceutique avec des enjeux énormes de santé, de recherche. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous y connaissez, Frédéric Oudéa? Alors, en dehors du fait que tout petit, j'étais dans le laboratoire de mon père en train de peser des gros rats, de ce retour aux sources familiales, mais plus sérieusement, non, il y a des similitudes entre la banque et la pharmacie, des enjeux d'innovation qui se font parfois dans des petites entreprises très bien valorisées. Donc l'enjeu d'innovation est un sujet assez comparable. La digitalisation, les enjeux de données, c'est fondamental pour les essais cliniques, pour changer la donne. Les transformations aussi des plateformes industrielles. Donc il y a des enjeux, si vous voulez, des enjeux d'impact sur les sociétés, de réputation. Donc il y a des éléments de ressemblance. Et si vous voulez, je pense qu'on va former un très bon duo avec Paul. Justement, Paul, c'est un spécialiste de la pharma. Moi, je vais essayer de l'aider à... Vous, les acquisitions, en fait. Les acquisitions aussi, bien sûr, parce que, je répète, c'est un monde qui fait des acquisitions très valorisées. Voilà, donc j'aurai ma connaissance des marchés financiers, de l'acquisition.
Merci beaucoup Frédéric Oudéa d'être venu ici. Quand même tirer votre bilan et puis expliquer un peu comment se porte la Société Générale que vous avez donc dirigée pendant 15 ans. On se retrouvera soit peut-être pour les trimestriels, soit en tant que président de Sanofi. Merci beaucoup. Dans un instant, évidemment, c'est Frédéric Simotel et François Sorel qui sont là pour Tech & Co. Vous pouvez réécouter l'interview de Frédéric Oudéa en replay ou sur le podcast de BFM Business. Et nous, bien sûr, on se retrouve demain avec Thomas Reynaud, le patron d'Iliade et de Free. Il y a beaucoup de questions, on dira peut-être un mot d'M6 aussi. À demain, bonne soirée.